Salut à tous, bienvenue à un parcours bien sympathique de gens téméraires, un peu fous. J'accueille avec plaisir Jennifer Weiss. Bonjour. Bonjour, merci. De rien, bienvenue. Alors, vous êtes en Israël depuis 6 ans et demi. Et pourtant, alors vous, rien ne vous prédestine à venir. Vous n'avez pas forcément grandi dans un milieu sioniste. Vous n'étiez pas particulièrement attiré par Israël. Vous ne connaissiez pas très bien. Non, j'étais venue peut-être 3 fois en Israël. J'avais une amie franco-israélienne, donc j'étais venue chez elle en immersion en dehors en grandes vacances ou quoi. Mais en effet, je n'avais jamais imaginé venir m'installer ici avant de le faire. Alors, vous aviez une vie bien rangée, peut-être un peu trop même redondante. Vous avez grandi à Paris. Oui. Et vous avez commencé votre vie professionnelle à Lyon. J'avais commencé à Paris et puis en fait, jeune mariée, nous sommes partis avec Miguel, mon mari, s'installer à Lyon. Et on pensait... Pas super rock'n'roll en même temps. on pensait que ce serait une ouverture vers l'international puisqu'il est rentré dans une boîte internationale. Okay. Et puis, les choses n'allant pas assez vite, on a décidé de nous-mêmes prendre en main notre destin. De choisir, en tout cas de chercher une destination à l'étranger. Et de chercher une destination à l'étranger. Alors où vous seriez vu ? Alors nous, on cherchait un pays dynamique. On voulait vraiment vivre dans un pays jeune et dynamique. On se voyait peut-être au Brésil ou peut-être partir à Hong Kong ou alors le Canada, moins jeune mais quand même accueillant et dynamique. Et puis... Vous étiez tous les deux anglophones, évidemment. Enfin, vous parliez très bien l'anglais. Moi, pas très bien. Pas très bien, d'accord. Okay. Pas très bien, mais je faisais une formation au Wall Street Institute pour m'améliorer. Okay. Et, à Lyon. À Lyon, exactement. Et puis, les parents de mon mari étaient partis avec son petit frère et sa petite sœur en Israël, s'installer. Alors lui était déjà plus sioniste que vous. Oui, lui était plus sioniste. Mais malgré tout, il n'avait pas du tout envisagé ça. Un départ ici. En tout cas, on ne l'avait pas envisagé ensemble. On n'en avait pas discuté. On ne s'était pas dit que ce serait ce qui arriverait. On avait parlé peut-être de partir en Argentine aussi, mais on s'était ravisé. Et un jour, il me dit, et si on partait en Israël ? Je dis, pourquoi pas ? Alors, vous êtes quand même très open. Moi, j'étais très open. Je voulais partir partout où les droits de la femme étaient respectés. C'est ce que je lui disais, c'est ma seule condition. Donc, et surtout quitter Lyon. Et quitter Lyon, oui. On avait une vie très agréable, mais très rangée, en effet. Très bourgeoise, très rangée. Alors, qu'est-ce que vous faisiez tous les deux à Lyon ? Lui, il faisait quoi, votre mari ? Mon mari travaillait pour une société qui vendait du ticket restaurant, qui était une société internationale, je ne me rappelle plus le nom. Et puis moi, j'étais au Wall Street Institute, c'est-à-dire qu'on s'est installé, on est resté à peine 6 mois. On s'est mariés, on est parti s'installer à Lyon tout de suite. Et j'avais cette formation au Wall Street Institute, donc j'ai démarré ça. Et puis en fait, je pense qu'à un moment donné, j'ai senti que je voulais pas rester à Lyon, bien que c'était agréable, mais vraiment, on voulait partir à l'étranger. Donc, vous voulez quoi, un pays dynamique, casser les codes, les barrières, vous vouliez exactement. Tout manger, c'était quoi le but ? Le but, c'était que, en fait, nous, on avait une vie agréable en France. On n'a pas cherché à fuir la France. Mais ça ne nous correspondait pas au niveau de la mentalité. En France, tout est très linéaire. Il faut rentrer dans des cases. Il faut faire les choses bien de telle manière. Et nous... Alors, Lyon, vous avez choisi la ville parfaite pour ça. Là, il faut vraiment pas dépasser du cadre. Ouais. Bon, on connaissait pas et puis on était prêts à tester autre chose. Et ce qu'on voulait, on voulait en fait partir dans un endroit où on sentait que tout était possible, que c'était l'énergie qu'on donnait qui faisait qu'on allait là où on voulait et pas parce que c'était ça le chemin tracé. Alors, le fait que vos beaux-parents soient venus vivre ici, alors ça peut être un élément, on peut avoir envie de se rapprocher de sa famille, etc. Mais comment on décide alors qu'on n'y avait pas pensé de venir ici ? Qu'est-ce qui a fait que finalement... Alors, quand mon mari m'a proposé en fait de venir habiter en Israël, on s'est dit, on a la chance d'avoir la famille sur place, donc on peut partir plusieurs semaines, prendre un peu l'attention.
Donc on est venu 3 semaines, on a fait un voyage d'études. Par le biais de nos relations, on a essayé de booker notre agenda à fond. On avait chacun 2, 3, 4 rendez-vous par jour, que ce soit professionnel ou avec des amis d'amis qui s'étaient installés pour avoir un peu leur retour d'expérience. Il n'y avait pas encore Studio Qualita, donc... Non, il y avait encore assez peu d'aide pour les Olim français. Non, mais même de retour, ça a énormément changé. C'est vrai qu'on peut voir le parcours de gens complètement différents. C'est toujours assez intéressant, mais en tout cas, c'est chouette de voir comment vous avez organisé ce voyage d'études et pourquoi surtout. Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Ce qui nous intéressait, c'était vraiment d'essayer de ressentir si cette vie pouvait nous plaire. Et en fait, c'était pas tellement axé sur le travail, un peu, mais c'était pas la chose principale pour vous, non ? Non, c'était un projet de vie en fait. Marrant, hein. C'était plus un projet de vie, c'est-à-dire que pour nous, bien être épanoui aussi professionnellement, c'est important, mais ça fait partie d'un tout. C'est pas le travail qui prime sur notre vie. Vous cherchiez vraiment un endroit pour vous établir, pour construire votre famille. Exactement. Okay. Et justement, chaque fois qu'on rencontrait en fait des gens ici, que ce soit à titre professionnel et on voyait des photos de leurs enfants dans leur bureau ou des jeunes couples avec enfants, on se disait que les enfants qu'on rencontrait avaient un autre regard. Ils étaient plus épanouis que ce qu'on imaginait d'un enfant, plus libre d'être ce qu'ils avaient envie d'être. Je parle pas d'éducation, de limites, ce genre de choses, mais vraiment une capacité à s'exprimer, à exprimer leur personnalité. Vous avez remarqué ça chez les adultes et chez les enfants ? Chez les deux ? J'ai remarqué ça surtout chez les enfants, puisque parmi les adultes qu'on rencontrait, c'était quand même des gens qui avaient fait des Français qui avaient fait leur alia. Mais par contre, eux le témoignaient avec des mots. Ils me disaient à chaque fois, c'est dur, mais qu'est-ce qu'on est mieux ? Et je comprenais pas. Je disais, mais si c'est dur, pourquoi vous êtes mieux ? Et aujourd'hui, quand on me demande, je dis oui, c'est dur, mais qu'est-ce qu'on est mieux ? Et en fait, parce que de toute façon, je ne crois pas que ce soit particulièrement facile ou que ce soit. Oui, et qu'il n'y a que quand on se challenge qu'on se donne les moyens d'aller où on veut. Alors, pour le challenge, vous étiez au rendez-vous, ça c'est sûr, parce que, on va dire 3 mois après ce fameux voyage d'études, vous avez un peu fait le tour des gens, des villes, bref, vous avez cherché comment faire et quoi faire et comment le faire. Eh bien, vous avez pris l'avion et vous vous êtes installé en Israël. Même moins que ça. On est revenu, on a donné notre préavis de notre appartement à Lyon dans la semaine qui a suivi, et 3 semaines après, donc 3 semaines après. Et c'est passé 1 mois en tout. C'est-à-dire 1 semaine après, on est retourné, on est remonté sur Paris, et 3 semaines après être à Paris, donc 1 mois après notre voyage d'études, on a pris l'avion de l'ALIA. Ah ouais, d'accord. Donc ça, au bout d'1 mois, c'était bon, ça s'appelle un coup de foudre, hein, ça. C'était en tout cas une décision assez déterminée. On se dit, on tente. Sans économie, vous aviez déjà un job qui vous attendait, vous aviez un appartement ? Alors, on a organisé ça très vite. On a trouvé par des connaissances intermédiaires quelqu'un qui partait plusieurs mois à l'étranger et qui voulait sous-louer son appartement. Pareil, par des connaissances intermédiaires, quelqu'un qui cherchait à embaucher, et puis donc du coup on s'était mis d'accord. On a fait l'ALIA un 12 mars. Le 14 mars, je travaillais. J'avais pas la possibilité de m'arrêter 5 mois et faire vous êtes venu sans économie. On comprend bien que vous n'aviez pas du tout prémédité ce changement de vie. On l'avait pas du tout prévu, organisé. Donc on a vraiment organisé ce qu'on pouvait en last minute pour y arriver. Malgré tout, c'était important de faire un ulpan, donc j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pris un ulpan du soir, je travaillais à temps plein, j'allais à l'ulpan le soir. C'était pas forcément évident, je m'endormais quand j'arrivais en classe. Vous parlez pas l'hébreu, pas très bien l'anglais, donc c'est pas simple. À ce moment-là, je parlais beaucoup mieux l'anglais. Beaucoup mieux l'anglais, d'accord, parce que vous avez suivi votre formation à Lyon. Okay. Mais non, c'était pas évident. Le peu d'hébreu que je connaissais, j'avais essayé de l'apprendre toute seule. Donc alors, vous bossez, j'imagine, dans une boîte internationale, ou l'ulpan le soir, et le mari fait quoi alors ? Il recommence en bas de l'échelle ? Ouais, mon mari a recommencé en bas de l'échelle. En fait. Mais vraiment en bas de l'échelle ? Vraiment. Inka était directeur commercial de groupes hôteliers prestigieux, et puis il est parti au centre de réservation du groupe Fatal à prendre les réservations. Mais bon, il avait réussi en fait aussi, et c'est ça qui est merveilleux dans ce pays, c'est que on peut aussi rencontrer très vite des gens très haut placés. Et il avait réussi à rencontrer comment il s'appelle, le patron des hôtels d'Anne, le grand patron de Alrof, et il avait réussi à constituer en fait comme une espèce de stage.
C'est-à-dire que pendant 6 mois, il touchait à plein de petits postes opérationnels dans le groupe Fatal pour espérer ensuite, par la suite, récupérer des responsabilités et avancer. C'est ce qui est Donc il s'est constitué son propre job. Exactement. Et il était payé pour ça. Oui. Mais c'est formidable. Donc au lieu de rester aux réservations pendant 1 an, il a fait un peu ça, un peu ça. Exactement. Ok. Grâce aux relations aussi qu'il a constituées, il a pu, j'imagine, avancer et reprendre après des postes à responsabilité. Bon, alors il a été aussi, on parle de lui, donc on en profite, directeur de l'école Vatel pendant 5 ans. 5 ans, il était à la direction des relations industrie, donc il plaçait tous les étudiants en stage et faisait le suivi au quotidien et en même temps des postes aussi de direction dans des hôtels ou groupes hôteliers, direction commerciale. Donc on se rend compte que les choses, même si elles ne sont pas programmées, eh bien au fur et à mesure, il faut couler, aller dans le sens de la société israélienne et les choses se mettent en place. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour réussir à faire ce switch dans sa tête, à s'adapter à la société israélienne? Il faut être déterminé, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Ici, il n'y a que quand on ouvre des portes que... rien ne nous tombe dessus, en fait. Il faut ouvrir nous-mêmes les portes et alors elles amènent vers des choses. Il ne faut pas avoir peur de parler, il faut croire que tout est possible. Et d'ailleurs, moi, j'ai une petite phrase qui me suit depuis toujours. Ça fait 10 ans qu'elle est sur mon frigo. C'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est une phrase de Mark Twain. Et pour moi, c'est vraiment ça. Quoi. Ouais. Parce que voilà, il faut avoir peur de rien et y aller. Ok. Alors, vous n'aviez pas d'enfant quand vous êtes arrivé en Israël et vous avez fait l'expérience de la maternité. Alors ça, c'est encore un chapitre en Israël. Est-ce que ça, bon, bien sûr, en tant que femme, ça a dû changer beaucoup de choses dans votre vie, mais le fait que ce soit en Israël, ça vous a encore plus attaché au pays, ça vous a... Complètement. Vraiment, je me suis sentie complètement israélienne quand j'ai dû... j'étais enceinte de jumeaux, donc j'avais une grossesse qui devait être suivie, qui s'est très très bien passée, mais qui devait être très suivie. Et en fait, à chaque fois que j'allais dans des administrations, j'ai dû me retrouver un peu seule avec moi-même, sans repère. Même si jamais j'avais pas déjà eu des enfants en France, on sait comment ça marche pour les... Là, il fallait savoir comment fonctionne la grossesse, l'accouchement, les hôpitaux, le système médical. Le rapport avec les médecins. Ouais. Et donc, tout ça, c'était assez difficile. J'avais vraiment aucun repère. Tout devait être... Pas trop de famille. J'avais la belle maman, mais c'est tout. Qui connaissait pas en tout cas ces choses-là ici. Et puis, dès qu'on est dans le système médical, tout est en hébreu. Et mon hébreu était loin d'être... très développée encore à ce moment-là. Donc, il a fallu que je prenne toutes mes ressources personnelles, que j'y aille. Et puis après, avoir des enfants sabrins qui naissent ici, qui, eux, sont d'origine française, mais ne sont plus des Français en Israël, ça change les choses. Ah, c'est incroyable, parce que quand vous parlez, on sent que vous êtes devenu sioniste. Ouais. Je ne sais pas tellement quelle définition y donner. Il y a plein de définitions, mais en tout cas, j'ai aujourd'hui une vraie admiration pour les Israéliens, pour le pays qu'ils ont réussi à construire en si peu de temps, pour la dynamique qu'on y trouve, pour la capacité d'accueillir encore des gens qui viennent chacun avec leur bagage. Et ce mix, à chaque fois, ressort... très positif et très enrichissant. Est-ce que vous vous sentez légitime aujourd'hui ici ? Je me sens légitime ici, oui, mais j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Je pense que jamais on ne me dira au premier bonjour, on arrêtera de me dire « Ah, vous êtes française ?» Ça, c'est pas très grave. Mais on fait avec. Non, j'ai encore des repères à construire, c'est sûr. Je vois là, quand je parle de rentrer à l'école publique de mes enfants qui sont encore en GAN privé, je ne sais pas quel est le système scolaire exactement. Il faut écouter les émissions. Oui, mais je l'ai pas vécu. Non, je comprends. Donc j'ai pas les mêmes repères. Donc forcément, voilà. Bientôt, on va faire l'expérience avec mon beau-frère et ma belle-sœur qui rentrent à l'armée le mois prochain. Donc c'est encore une étape. Chaque étape de la vie est nouvelle et challenging, comme on dit. Hein. Ça, c'est aussi ça qui me plaît. C'est sûr. Vous aimez aussi les rapports des gens dans cette société-là, dans cette société israélienne. Vous les trouvez très différents de ce que vous avez quitté ? Oui.
Il y a un vrai rapport, un vrai lien humain, social, fort entre les gens ici. Alors que ce soit parfois par de la colère rapide qu'on peut... Mais les gens sont entiers, les gens se parlent, les gens se regardent, les gens ne se laissent pas tomber, les gens s'entraident. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Pour moi, c'est quelque chose que je n'avais pas connu. Je pense qu'il me manquait sans que je m'en rende compte. Comment vous l'avez expérimenté, ce lien, vous ? Je l'ai expérimenté notamment avec des jumeaux, enfin mes jumeaux, mes bébés, à l'époque, quand ils étaient bébés. Quand j'avais, par exemple, 2 bébés qui pleuraient en même temps et que j'étais seule avec eux dans une situation, dans la rue, dans un magasin, systématiquement, les gens me proposaient de l'aide. Et puis, je l'acceptais. Alors que peut-être qu'en France, j'aurais eu peur de confier un bébé à une personne que je ne connais pas. Mais si les gens même s'arrêtaient, ils changeaient de chemin pour venir m'aider. Et puis, systématiquement, ils s'arrêtaient devant la poussette, ils les regardaient, ils me disaient mais c'est magnifique, mais quelle chance tu as, mais tu te rends compte. Donc, on vous aurait peut-être pas dit ça en France. Non, quand je parle avec des mamans de jumeaux en France, on communique pas mal entre mamans de jumeaux, ils entendent plutôt genre « Oh là là, ça va être tellement dur, oh là là, quelle angoisse !» Que ici, c'est tout un cadeau, quoi. Ouais. Tout est magnifique. Bon. Alors, vous avez forcément fait une pause professionnelle, j'imagine. Ça n'a pas dû être contrainte et forcée. Je ne sais pas si c'était de gaieté de cœur ou pas. Et puis, vous vous êtes découvert ensuite, peut-être justement parce que vous êtes arrêté et que c'était difficile d'avoir des horaires qui correspondaient. Quand on est une jeune maman, ce n'est pas toujours simple. Vous êtes découvert une âme d'entrepreneuse. Oui. J'avais toujours eu ça en moi, mais je n'avais jamais eu le déclic ou l'opportunité ou le déclic d'y aller. Et puis je tournais un petit peu en rond. J'étais un peu fatiguée forcément avec des bébés, puis sans trop savoir quoi faire. Et quand je passais des entretiens et que je disais je voudrais partir 3 fois par semaine tôt chercher mes enfants au GAN, on me disait non, c'est compliqué de commencer un travail comme ça, ce que je comprenais bien sûr. Et puis là j'ai rencontré en fait, j'ai pris connaissance de l'association Mati et de l'aide qu'ils pouvaient apporter. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était vraiment extraordinaire, une coach. On peut la citer. Mylène Ripsky, qui m'a énormément aidée. On la salue. Oui, vraiment, merci. Elle m'a vraiment énormément aidée à me recentrer. C'est-à-dire, c'était ma bouffée d'oxygène dans la semaine quand je la voyais. Elle m'aidait à me recentrer, à prendre toutes les forces, l'énergie que j'avais en moi, toutes les compétences, parfois aussi à me rendre compte que j'avais certaines compétences sur lesquelles je n'avais pas forcément mis un mot, et à me lancer. J'ai créé ma première entreprise, The French Copywriter. Vous faisiez quoi ? Et je faisais en fait du marketing de contenu. Donc, tout du rédactionnel, vraiment orienté marketing, et aussi de la communication sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'étais vraiment ravie. J'arrivais à allier ma vie de famille et ma vie professionnelle. C'était un défi relevé avec beaucoup de sourire chez vous, parce que c'était important de réussir les deux. Ouais, c'était important. C'était important d'être pleinement épanoui. Et je pense que ça... Quand on est pleinement épanoui aussi professionnellement, ça se ressent dans la famille. Ça, c'est sûr. Et la suite, alors comment vous avez évolué ? Parce qu'aujourd'hui, vous ne faites plus ça. Non, aujourd'hui, voilà. Ça a en effet évolué, c'était un début. Après, j'ai rencontré Eva, mon associée aujourd'hui, qui avait fait son alia récemment. Et en fait, il se trouve que, pour la petite histoire, quand j'étais encore en poste avant, quand j'ai lancé ma première société, je connaissais 2 personnes qui me disaient régulièrement « Il faudra que tu rencontres Eva, elle va bientôt faire son alia, vous allez beaucoup vous entendre. » Dont une qui m'a dit « Et peut-être qu'un jour, vous ferez quelque chose ensemble professionnellement. » Et maintenant, il y a beaucoup de prophètes dans ce pays. Ouais, vraiment. Ouais. Et maintenant, avec du recul, je me dis, mais c'est fou, comment elle avait pu le sentir comme ça. Donc, on s'est rencontrés déjà en tant qu'amis, on s'est très bien entendus. Et en fait, très, très rapidement, on a travaillé toutes les deux ensemble à temps plein comme une équipe. En tant que freelance. Freelance toutes les deux, et puis vous avez bossé sur les mêmes clients ensemble. C'est ça, on a bossé exclusivement pour un client ensemble dans l'hôtellerie pendant 1 an et demi. Et donc on a commencé à prendre des bureaux ensemble, à constituer une équipe pour travailler avec nous. Et puis après, c'était évident, en fait, on était hyper complémentaires, on s'entendait bien, on avait la même vision.
on a envie de travailler ensemble, donc on s'est associés et on a créé la société, l'agence marketing Aura Brand. Alors, aujourd'hui, 6 ans et demi après votre arrivée en Israël, vous êtes, on va dire, patronne d'une boîte qui est spécialisée dans l'accompagnement stratégique, le marketing, les sites internet, l'identité de marque, etc. Aura Brand, avec votre associée Eva. Vous avez des salariés. Oui, on a 2 salariés à temps partiel. Est-ce que vous pensez que vous auriez fait la même chose en France ou pas du tout ? Non, clairement pas. Clairement pas. Ce que je disais, c'est qu'en fait, en France, tout est très linéaire. Moi, j'avais pas fait des études dans le marketing. J'ai appris la communication et le marketing en travaillant. Et après, j'ai fait aussi des formations professionnalisantes en parallèle, des certifications. Mais en France, j'aurais pas pu ni travailler dans une agence marketing, ni ouvrir une agence marketing sans avoir fait des études. Donc ici, c'est vraiment différent. C'est une mentalité beaucoup plus ouverte. À l'anglo-saxonne. Exactement, à l'anglo-saxonne. C'est vraiment les efforts et le fait qu'on est déterminé, qu'on décide d'aller dans une direction qui fait qu'on va dans cette direction. Et c'est pas parce qu'on est passé par les bonnes cases au bon moment avant. Ok. Alors ça, on comprend que professionnellement, tout va bien pour vous aujourd'hui. Vous avez plusieurs clients. Vous avez même monté une 2e boîte avec votre mari qui lui aussi, finalement, s'est découvert une âme de chef d'entreprise. Donc vous êtes tous les 2 entrepreneurs. C'est pas trop compliqué avec la famille, ça va ? On travaille beaucoup. C'est ça. Mais de ce que je vois, toutes les personnes ici travaillent beaucoup. Ouais, tout le monde travaille beaucoup en Israël. Tout le monde travaille beaucoup. Et puis... le fait qu'on soit vraiment content, épanoui de ce qu'on fait, ça se ressent aussi professionnel, ça se ressent aussi dans la famille. La famille, les amis, enfin la vie sociale, elle suit quoi. Ouais. Vous fréquentez encore beaucoup d'Israéliens, j'imagine ? Non, pas encore. Un petit peu maintenant, on commence à fréquenter des Israéliens. Souvent, ce sont des Israéliens qui eux-mêmes avaient fait leur alia petit avec leurs parents ou leurs parents avaient fait leur alia et parfois ils parlent. En fait, mes enfants sont dans un GAN international, anglais et hébreu. La plupart des parents sont israéliens, donc on se fréquente déjà, voilà, les sorties d'école et compagnie. Mais ils ont vraiment cette compréhension. Bon, je pense que tous les Israéliens ont cette compréhension des personnes qui arrivent avec une culture différente. Une culture différente, puisque malgré tout, c'est un pays qui s'est construit comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que ça aide. Ils ont une ouverture sur l'international, ça aide à se retrouver. Bon. Alors, est-ce que vous avez toujours la bougeotte ou moins ? J'ai toujours la bougeotte. Mais j'ai fait un vrai transfert, c'est-à-dire que ici c'est chez moi. Je me sens chez moi. Donc, si jamais un jour on devait partir pour une opportunité professionnelle de 3 ans à l'étranger, vous le feriez, mais... on le ferait, mais ce serait pour revenir ici. C'est ici chez nous. Ok, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. On était ravis de vous connaître, de vous découvrir. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale. À très bientôt en tout cas. À très bientôt. Ciao. Au revoir. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.